Bonjour Kim, salut à notre premier épisode filmé à la Maison de la Margelle. Aujourd'hui, on va faire un podcast sur quel sujet, Kim? Dans le fond, récemment, j'ai parlé une courte vidéo qu'on peut retrouver sur notre page Facebook et notre Instagram qui parle de l'ambivalence et les réserves. J'ai abordé le sujet vraiment très rapidement, fait que je me suis dit pourquoi pas l'aborder dans le fond dans un podcast puis aller vraiment plus en détail, expliquer vraiment c'est quoi, pourquoi ça survient dans le rétablissement, dans le début ou parfois même dans le fond au cours du rétablissement, même si ça peut faire 2 ou 3 ans. On le travaille même en première semaine. Là, Oui, nous, exact. c'est un des premiers ateliers qu'on offre quand les gens viennent en thérapie. Oui. On parle de la motivation puis de l'ambivalence. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Fait que, tu sais, c'est vraiment, justement, tu sais, dans l'atelier sur la première étape, ça a un lien direct avec la première étape. Tu sais, la première étape, c'est pas parce qu'on l'a fait, c'est pas parce qu'on l'a, dans le fond, admis, c'est pas parce qu'on l'a accepté que ça peut partir au cours du rétablissement, ça. Qui est à dire de, justement, admettre son impuissance face à la consommation ou face au jeu, puis admettre qu'on a perdu la maîtrise de notre vie face à ça. Justement, ben quand ça, on le délaisse un peu, que ce soit au début du rétablissement qu'en cours de, ben là, l'ambivalence, les réserves, tout ça peut revenir, dans le fond. Okay. Fait que si on revient à admettre l'impuissance, pour ceux qui savent pas trop encore qu'est-ce que c'est, on parle de quand une personne admet son impuissance, c'est de voir que c'est plus fort que nous, Ouais. que la personne aura beau être superwoman, elle gagnera jamais contre, là on parle des dépendances, donc la personne elle aura beau se dire je vais essayer de réduire, de contrôler ma consommation de cette façon-là, mais ça se passe jamais ou rarement. Ça fait jarement. C'est un nouveau terme. Ça se passe pas comme ça. Exactement. Tu sais, c'est difficile à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde qui, justement, sont pas aux prises avec une dépendance de comme, ben voyons que ta bouteille de bière ou peu importe, la drogue que tu consommes, ben, est plus forte que toi, mais la réalité, c'est que c'est vraiment ça. Pendant l'atelier sur l'impuissance, quand c'est moi qui le donne, j'explique tout le temps, dans le fond, tout l'effet que ça fait sur ton système nerveux central, etc., parce que je pense que ça l'aide à venir comprendre que, regarde, t'as quelque chose physiquement qui est atteint. Il y a quelque chose qui fait en sorte que si tu le prends ton premier verre, si tu le prends ta première consommation de drogue ou si tu vas jouer, ben tu ne vas pas t'arrêter parce que ça vient faire quelque chose de nouveau physique, ça vient faire quelque chose de nouveau psychologique. Fait que déjà ça aide à justement faire sa première étape, mais des fois c'est pas assez pour enlever complètement l'ambivalence qui peut être là en début justement de rétablissement. En début, tu sais, les gens, bon, ils viennent, puis bon, ils sont dans un bas-fond souvent, que ce soit émotif, psychologique, il se passe quelque chose dans la vie qui fait que ben je m'en vais en thérapie bien motivé parce que t'es à terre, là, ça va pas bien. Exact. Puis là, ben, oups, elle recommence à manger 3 repas par jour, ça va mieux, parle avec les autres, l'estime augmente, puis tout, puis ben finalement, c'était pas si pire que ça. C'était pas si pire que ça, tu sais. Ben oui, il y en a des pires en plus en thérapie, il y en a toujours des pires. Ça, c'est, tu sais, tout fait un lien avec justement, la première étape. Je parle tout le temps de la comparaison, du fait que tu vas voir des gens en thérapie, puis tu vas te dire, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas si pire que ça. Puis c'est correct, ça l'arrive. Puis tu sais, tout le monde, sa consommation s'est rendu à des stades différents. On a toutes des répercussions différentes, peu importe. Fait que des fois, justement, cette comparaison-là peut amener à faire « Ah, ben, j'étais pas si pire que ça, fait que je peux le prendre, mon verre, de temps en temps. » Ou tu sais, quand on n'a pas eu tant de répercussions que ça, ben, on peut se dire, ben, finalement, tu sais, oui, ça m'atteignait au niveau financier, mais je vais juste un peu moins consommer, tu sais. Mais la réalité, c'est que justement, la personne, elle a oublié, en allant un peu mieux, elle a oublié que, ben non, tu sais, elle a essayé de moins consommer, peu importe. Fait que cette ambivalence-là, je pense qu'elle est normale, justement, surtout en début de séjour en thérapie, parce que justement, tu sais, on commence à aller mieux, on oublie, ou on va se comparer aux autres. Des fois, on a des motivations qui sont extrinsèques, c'est-à-dire que c'est la famille qui nous a mis de la pression, puis nous, on se dit, ben non, tu sais, je veux réapprendre à consommer occasionnellement. Ça, je l'entends souvent, de vouloir réapprendre à consommer, tu sais.
Je pense pas qu'ils ont appris à consommer Non. tout croche non plus. Exact! Ça, c'est tout à fait quelque chose que je dis, justement. J'étais comme, je pense pas que personne vous a appris à consommer, dans le fond, de façon excessive. Fait qu'est-ce que Non. vous pensez qu'on va vous apprendre ici à consommer occasionnellement? D'une bonne tu sais? façon, oui. Exactement. Ouais, la ligne est franchie Mhm. pour la plupart, ou peut-être à une rare exception au 0,01% qui viendrait ici puis que c'est une erreur, là. Exact. Mais il y a beaucoup d'évaluations qui sont faites avant de rentrer. Donc, tu sais, si nous-mêmes, on est convaincus puis les papiers sont convaincus que, Ouais. la personne nécessite de l'aide. C'est ça, tu sais, justement, il y en a qui disent « Ah, ben, tu sais, je suis peut-être l'exception, tu sais, ok, t'es comme le one in a million, tu sais. Fait que je dis, tu sais, regarde, ça se peut. J'ai Ouais. dit, je le sais pas, ça se peut, mais est-ce que tu veux vraiment courir la chance d'aller rechuter, puis peut-être pas en revenir, tu sais? Fait que c'est ça aussi, c'est de réaliser, est-ce que la consommation est si importante que ça dans ta vie pour vouloir les faire comme, tu sais, parce que les rechutes, t'en reviens pas nécessairement, Mhm. tu sais. C'est ça qu'on oublie souvent. Il y en a qui disent, ah, ben, tu sais, je vais l'essayer, puis au pire, je reviendrai, mais tu sais, ce que je dis souvent, c'est, OK, mais qu'est-ce qui arrive si tu reviens pas? Tu sais, c'est ça aussi, c'est comme de réaliser ça. Puis justement, ben, des fois, ben, cette ambivalence-là est intimement liée aussi avec le fait que la personne n'a pas fait un deuil de sa consommation. Fait qu'elle essaye de marchander, qui est une étape du deuil, qu'elle se dit, ah, ben, je vais. Puis c'est là que les réserves, justement, arrivent. Ben là, je vais me dire, OK, je peux consommer à ma fête, je peux consommer à Noël, je peux consommer à mon mariage. Puis justement, ça, ben, toutes ces petites réserves-là, ben, sont justement un reflet de l'ambivalence que la personne a encore par rapport à sa consommation. Tu fais comme le parallèle avec le admettre puis le accepter, la distinction entre les deux, là. Exactement. Tu sais, la personne sait qu'elle a un problème, sait qu'elle peut pas boire un verre, tu sais, comme tous ses amis, ou tu sais, boire la fin de semaine de façon normale, mais elle va se garder une réserve pour des occasions spéciales. Fait que, tu sais, elle l'a admis, elle sait qu'elle a un problème, tu sais, elle sait que la consommation est problématique, mais ça dérange encore. Fait que l'acceptation est pas là. Puis pour certains, tu sais, si on le travaille pas ça, si on le travaille pas le deuil, mais l'acceptation, elle peut être là. Elle peut ne pas arriver avant très, très, très longtemps, voire jamais, tu sais. Accepter, c'est être bien avec la décision que la personne va avoir prise. Exact. Dans le fond, un coup que la personne décide, OK, c'est fini, je me fais une nouvelle vie sans consommation, mais comment maintenant je la vis, cette vie-là? Parce que moi, je dis souvent aux résidents, vous êtes l'auteur de votre livre, là. C'est, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est écrit. Là, maintenant, qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Qu'est-ce que vous voulez dans tu sais, l'introduction est comme faite, là. Il y a tout le milieu. Eh oui. Puis la conclusion, ben, elle va arriver, on sait pas quand, là, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Puis qu'est-ce que tu veux créer? Si t'es bien puis t'es dans le accepter, ben tu vas avoir des objectifs, tu vas avoir, tu vas décider de faire des choses de ta vie, tu vas être bien avec ça, puis finalement de juste dire, ben je peux pas boire de l'alcool ou je peux pas aller jouer. Ouais, c'est pas grave, tu peux pas faire ça, mais tout le reste que tu peux faire, là, c'est un ouais. terrain de jeu, là, ta vie, vas-y, embarque, puis fais-la. C'est pour ça que, tu sais, aussi, par rapport à ça, je fais tout le temps un lien. Je fais comme, tu sais, encore une fois, tu viens mettre la consommation sur un piédestal. Tu viens de, comme, faire, ah, ben, tu sais, il y a ça, puis il y a tout le reste, puis tout le reste, tu l'oublies. Fait que, tu sais, moi, quand quelqu'un, justement, vient en thérapie, la première chose que je dis, c'est trouve-toi une raison d'exister, là. Trouve-toi des buts, trouve-toi des objectifs. T'as 3 semaines, t'es encore ici. Puis je dis tout le temps, tu sais, plusieurs d'entre vous, probablement que, sans lever la main, vous vous dites, mais avec ma consommation, avec le rythme de vie que je menais, je devrais être mort, tu sais. Mais t'es encore là. Fait que trouve-toi une raison de vivre. Trouve-toi des raisons de vivre aussi qui sont propres à toi, pas juste extérieures à toi, pas juste tes enfants, tu sais. Trouve-toi une raison d'être ici. Puis c'est important parce que ça vient aider à travailler l'ambivalence. Ça vient à te dire que est-ce qu'il est si important que ça, mon verre de temps en temps? Mm-hmm. Fait que justement, tu sais, de se trouver comme toutes des petites choses comme ça, ben ça vient rendre le rétablissement beaucoup plus doux, puis ça nous amène tranquillement vers l'acceptation de c'est correct que je consomme pas, tu sais. Puis justement, ça nous amène à y aller une journée à la fois plutôt que de se dire, ben plus jamais je vais consommer, puis là, ben c'est normal,
tellement anxiogène, tu sais. Je fais tout le temps le parallèle en, je sais que je dois pas manger de gâteau au chocolat, mais j'aime tellement ça, le gâteau au chocolat, mais il faut pas que j'en mange plus jamais de ma vie. Et moi, si tu me dis, il faut pas que tu manges plus jamais de gâteau au chocolat de ta vie, demain matin, je vais manger un gâteau au chocolat. Parce que c'est trop stressant. Fait que d'y aller une journée à la fois, puis ça va aider à travers cette ambivalence aussi. Je pense que ça dépend aussi de tes objectifs que tu veux dans ta vie, tu sais. Est-ce que ton objectif, c'est de faire le party encore, d'être dans les bars, tu sais, on leur fait écouter Seigneur. Tu sais, il y a plein de chansons qu'on fait écouter durant le séjour. C'est le vendredi soir de... Mais est-ce que c'est ça vraiment ton objectif? Puis de peser pour travailler l'ambivalence, la meilleure façon, c'est de travailler la motivation, les pour puis les contre. Fait que c'est de tout le temps se ramener à quel avantage que vous tirez encore de cette situation-là, là, peu importe la dépendance, versus les conséquences que vous avez dans vos vies. Puis de toujours revenir à ça. C'est quoi, ça va être quoi l'avantage? Oui, à côté de l'ossoboco, de boire du vin rouge, mettons. Ben oui, mais la conséquence, ça va être que toi, après ton verre de vin rouge, ben tu finiras pas, là. Tu vas boire la bouteille, puis l'autre bouteille, tu vas être malade, tu vas te ramasser. Tu sais, moi, dans ma carrière ici, j'en ai vu des alcooliques peu, là. Je pense à une, d'ailleurs, qui est dans un de nos podcasts, une tout jeune, là. C'est comme, dans son idée, là, c'était ça, là, je bois juste ça. Mais non, mais tu te ramasses une semaine plus tard dans un lit d'hôpital. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Exactement, tu sais, justement, moi aussi, je pense tout le temps à comme une qui m'avait dit, puis c'est récemment, ça m'a dit, je suis encore jeune. Je fais, ouais, t'es encore jeune, t'as envie d'encore faire le party, c'est correct, c'est normal que tu sois ambivalente. J'ai dit, sauf que t'as-tu tes projets pour plus tard? Puis elle me nommait des choses qu'elle voulait atteindre, je fais comme, OK, si tu continues au rythme que t'es là, j'ai dit, si tu continues ta consommation, j'ai dit, t'es auras jamais. Parce que tu risques d'être 6 pieds sous terre. Tu sais, je l'ai comme confrontée. Cette personne-là était réceptive à la confrontation, mais c'est ça la réalité aussi, tu sais. Oui, là, tu veux faire le party, mais c'est parce que dans 5 ans, tu pourras plus, là. Tu pourras plus continuer ta vie parce que tu le sais que ta consommation, ben, tu reviens tout le temps au même endroit, tu sais. Des fois, c'est insidieux, tu sais. Des fois, justement, l'ambivalence, elle perdure parce que, ben... je suis capable pendant 2 mois de boire un verre de temps en temps, mais là, tranquillement, ce verre-là augmente, puis tu sais, inévitablement, on revient à la place qu'on était avant. Je veux qu'on jase aussi de l'incompréhension des familles face à l'ambivalence des gens. Parce que ça peut être difficile pour l'entourage, que pour eux, c'est évident qu'il y a un problème, puis que c'est comme, arrête. Oui. Et puis, voyons, tu sais. Puis, je dirais aussi qu'il y a même un autre lien, puis on en parlera tout de suite après aussi, que des fois aussi, c'est évident qu'il y avait un problème, mais la personne, elle sort de thérapie, donc elle est guérie. Oui, et qu'eux autres pensent... des fois, ça peut alimenter l'ambivalence aussi. Que, ben, tu peux venir au party, c'est Noël, tu sais, sors de thérapie, puis c'est Noël, c'est tout à fait, puis que finalement, les familles les mettent dans des situations qui sont très, très difficiles à vivre. Fait que, tu sais, dans le premier lieu, dans le fond, ce que tu avais nommé, ben justement, tu sais, pour la famille, c'est super difficile de voir que la personne, ça mettons par exemple, sa consommation de choix, sa consommation qui était plus problématique que les autres, était par exemple la cocaïne. Donc la personne se dit, ben je peux consommer du cannabis quand même, je peux consommer de l'alcool. C'est légal en plus. C'est légal, fait que c'est légal, c'est correct, mais oui, l'alcool aussi est légal, tu sais. Fait que justement, à ce niveau-là, ben de comme la famille voir que la personne a fait un peu un transfert de consommation, ça c'est carrément ça. Ben ça peut être difficile parce que tu sais à quel point justement la personne s'est détruite, a détruit ses liens familiaux, a détruit sa vie, elle s'est peut-être détruit financièrement, peu importe. Puis tu la vois dans le fond répéter justement ce pattern-là avec une autre consommation. Fait que tu sais la famille n'est pas idiote non plus, surtout si la famille vient à l'atelier de la famille, on leur dit très clairement oui, la personne ne peut rien consommer, tu sais, aucune substance, ça va faire son bout, puis après ça risque d'être un transfert ou la ramener vers sa consommation de choix. Fait que tu sais, c'est très difficile pour la famille de justement comme voir ça parce que c'est une rechute en tant que telle, tu sais. Puis justement, on les prépare à que c'est possible. Tu sais, l'ambivalence est normale. Des fois, quand c'est ta première thérapie, des fois, quand t'es encore très jeune, de vouloir continuer à ce niveau-là. Tu sais.
Puis après, là, où est-ce que les familles les mettent en danger? Oui, je pense que tout le monde a un peu ça dans sa famille, tu sais, surtout des fois au niveau des plus vieilles générations, tu sais, ma tante Carole qui dit ah ben c'est pas un verre qui va te faire du mal, ou ben tu sors de thérapie, t'es guéri. Tu sais, malheureusement, la personne, pour ceux qui connaissent un peu moins les dépendances, ben la personne ne sera jamais guérie. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est une maladie qui est traitée, tu sais, de façon, tu sais, un peu comme certains cancers qui vont revenir un peu. Fait que c'est resté de façon comme une maladie chronique. Fait que ça va tout le temps être là, c'est juste qu'elle dort. C'est comme un latent, là. C'est exact. Tu sais, ouais. elle adore, là. Tu sais, pendant que tu consommes pas, là, elle adore. Puis des fois, ben, elle adore pas totalement. Elle est en train de faire des push-ups à côté de ton lit parce que tes comportements, ils reviennent même si tu consommes pas, tu sais. Fait qu'elle est tout le temps là. Fait que la personne est tout le temps à risque. Fait que de justement, tu sais, comme l'inciter à dire, ben, tu sais, t'as travaillé là-dessus, ça fait 6 mois que t'as pas consommé, tu peux en prendre un verre, c'est correct, tu sais, t'as montré que t'étais capable pendant 6 mois. Et justement, la personne a été capable pendant 6 mois parce qu'elle consommait pas, tu sais. Puis des fois, il y a aussi, justement, comme tu as dit, la famille qui va te dire, ben, tu sais, viens donc à Noël, viens donc à la fête à mon oncle Gérard, tu sais, une semaine après que tu sors de thérapie, puis tu sais qu'il va y avoir plein de bouteilles de vin sur la table. Fait que tout ça sont des situations que, tu sais, des fois, les familles pensent pas que ça met la personne à risque. Puis justement, tu sais, quand c'est moi qui donnais l'atelier de la famille, je disais tout le temps, j'ai dit, tu sais, pendant les premiers temps, tu sais, je vous demande pas de vous priver à vie, tu sais, il y en a que vous êtes capable de consommer de façon occasionnelle, puis c'est correct, vous n'êtes pas atteinte de cette maladie-là. Mais j'ai dit, tu sais, pendant les premiers temps, pendant les soupers de famille, peu importe, mettez pas une bouteille de vin sur la table, tu sais. Faites attention. Puis après ça, la personne, elle va pouvoir découvrir ses propres limites, tu sais, de pas mettre aussi de pression. Si la personne a envie de partir, il est 11h le soir, puis elle commence à être fatiguée un peu, puis tu sais, voir qu'il y a des gens qui ont des coupes de vin dans les mains ou peu importe, puis ça la dérange, puis elle a le droit de partir, tu sais, elle se respecte, tu sais, elle fait ça pour se protéger, puis elle vous protège dans un sens aussi parce qu'elle veut pas retourner au mal qu'elle vous a fait. Fait que de comprendre ça aussi. J'en rajouterais comme un exemple concret qui est la personne qui a justement consommé, je sais pas moi, de la cocaïne, puis qui avait pas de problème d'alcool, ben d'aller y dire, tu sais, malgré qu'on le dit dans l'atelier de la famille, combien que les amis, l'autre, ben voyons, toi, jamais eu de problème avec l'alcool, tu sais, prenons un verre avec nous autres. Ouais. C'est difficile pour le dépendant au départ d'expliquer ça, tu sais, de dire ben non, mais je peux pas, puis même eux, ils sont pas convaincus parce que c'est un gros deuil à vivre. Exactement. Ouais. Puis récemment, tu sais, j'ai entendu ça, ça m'a fait friser les oreilles, puis c'est mais tu sais, je bois juste quand je suis triste, fait que quand ça va bien, je peux boire. Oui, bien sûr, tu sais. Ça fait aucun sens non plus, tu sais. C'est comme justement de se vendre à l'idée de comme les personnes font mais tu sais, quand t'es pas triste, t'es capable de boire comme 2, 3, 4 bières, ça, c'est pas réaliste, là, tu sais. Oui, la personne va comme plus consommer quand elle va pas bien, mais tu sais, si elle se laisse cette porte d'entrée-là quand elle va bien, le réflexe va être automatiquement de retourner là, tu sais. Fait que c'est un beau cercle vicieux. Oui. Un autre beau sujet. Fait que j'aimerais ça que les gens, dans le fond, commentent, nous parlent un petit peu de leur ambivalence, de même ceux qui veulent partager. Des fois, ils veulent nous écrire en privé, mais de nous jaser peut-être des trucs, des astuces ou des situations que vous avez vécues ou est-ce que l'ambivalence, puis qu'est-ce que vous faites maintenant là, pour travailler tout ça. Puis je pense qu'avec le temps, ce qu'on voit, c'est que un coup que le temps passe puis que c'est, tu sais, je dirais-tu que la motivation est rendue très, très intrinsèque? Je sais pas comment l'expliquer, mais ça fait son chemin, puis la personne n'est plus dans le deuil, elle est plus là-dedans. Fait que c'est en arrière d'elle, à un moment donné, puis il y en a plus. T'sais, mais il faut passer tout le stade. C'est pas pour rien pourquoi qu'il y a 3 semaines de thérapie puis qu'on offre 3 semaines de thérapie, c'est que pendant ces 3 semaines-là, déjà, il y a un bon bout qui va être fait sur la motivation puis il va avoir un air d'aller pour la suite. Exactement. Merci, Kim. Merci.